Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que les termes SEO, SEA, positionnement, référencement organique, netlinking, lien entrant, balisage, mots-clés et encore tout un tas d'autres vous parlent? Non? Eh bien c'est normal, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter cet épisode. Ou peut-être que ceci vous parle mais vous aimeriez comprendre comment les utiliser ou comment utiliser une stratégie SEO pour votre podcast. Et ça tombe bien parce que dans cet épisode, j'échange avec Margot de Rodelec, qui est la cofondatrice du studio de création de podcasts autour de la santé, MedCheck Studio. MedCheck Studio, c'est des créations originales comme Le journal d'une infirmière, Cheminement, Endométriose mon amour, ou plus récemment, Mickey et compagnie, c'est sur les maladies inflammatoires chroniques des intestins. C'est de très beaux projets pour sensibiliser le public à ce genre de maladies qui sont souvent méconnues. Mais Margot, en plus d'être une podcasteuse, c'est aussi une spécialiste du SEO. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de ce jour, donc voilà, parfait. Avant de parler un peu plus de cet épisode, je tenais à remercier comme d'habitude une des auditrices de ce podcast, et aujourd'hui je remercie Emma qui a le podcast Les Escapades du Bonheur, qui me dit « Merci pour tout, un super podcast qui m'a beaucoup aidé à me poser les bonnes questions et trouver plein d'idées pour mon podcast. Merci de contribuer à rendre le monde du podcast accessible à tous et à toutes. » Merci beaucoup Emma pour ton commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et ravi que ça puisse t'inspirer pour ton propre podcast, puisque évidemment, eh bien c'est le but. Revenons donc à cet épisode. Une petite définition avant de commencer de ce qu'est le SEO, parce que je vous en parle, je vous dis cet acronyme, mais peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est. Alors, selon Wikipédia, le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, appelé également référencement naturel ou organique en français, inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un site ou d'une application web dans la page des résultats de recherche d'un moteur de recherche. Donc autrement dit, Google, Bing ou, si vous voulez faire un petit geste pour la planète, Ecosia. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cet épisode pour tout comprendre du SEO. Et si ou comment l'utiliser dans votre stratégie de podcast. Bonne écoute! Bonjour Margot. Bonjour Anastasia. Je suis ravie de te recevoir sur Les Nouvelles Voix. Bienvenue ici. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais déjà te présenter aux auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, savoir qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Margot. En fait, mon vrai nom, c'est Marguerite de Rodelec et je suis la cofondatrice de MedCheck Studio, qui est un studio de podcast spécialisé dans la santé. Et je suis aussi l'animatrice du podcast Cheminement, qui est un podcast qui donne une voix aux patientes. Et en fait, voilà, c'est des femmes assez exceptionnelles qui me racontent leur vie, leur combat avec une maladie, une semaine sur 2. Super. Et donc ça, c'est ton côté podcasteuse, mais dans la vie... Et en fait, j'ai une double identité et je suis aussi marketeuse digitale. Ça fait 7 ans que je travaille dans ce milieu-là et je suis spécialisée sur tout ce qui est référencement naturel et content marketing. Et ça tombe très bien parce que on va en parler aujourd'hui. Alors, donc on est là pour parler de SEO principalement. Search Engine Optimization avec mon super accent. Est-ce que Exactement. tu pourrais nous expliquer déjà c'est quoi le SEO pour quelqu'un qui débarque et qui n'y connaît absolument rien et nous dire à quoi est-ce que ça sert? Voilà, ok. Alors, SEO, comme tu l'as dit, l'acronyme derrière ça, c'est Search Engine Optimization. En français, on traduit ça par référencement naturel. Mais en réalité, il faut ajouter un autre mot, c'est référencement gratuit. Les résultats du SEO, pour vous expliquer simplement, ce sont les résultats qu'on trouve donc quand on tape une requête sur Google. Généralement, les
tout premier résultat sur lesquels on tombe, c'est de la publicité. Donc, ça veut dire que c'est des liens qui sont arrivés ici tout en haut de votre navigateur parce qu'on a payé pour. Et les liens d'après, ce sont des liens du SEO, donc qui sont venus là naturellement. Ce qu'on entend en fait par SEO, c'est optimiser les pages d'un site internet pour remonter sur des requêtes stratégiques et en fait pour avoir une meilleure visibilité de son site internet sur les moteurs de recherche. En fait, c'est difficile de parler de SEO sans parler de SIA, de publicité, comme je vous le disais, parce que voilà, c'est un peu les deux jumeaux quand on parle des résultats de recherche. Mais ce qui est assez intéressant sur le thème du SEO, c'est qu'on dit qu'il est naturel, mais s'il est naturel, en fait, pourquoi on recrute des gens comme moi et comme tous les SEO en France? C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, Google nous dit qu'il est naturel, mais en réalité, c'est énormément de règles à respecter. C'est un travail qui est très méthodique, qui est très technique, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est ce qui est intéressant en fait, et moi ce qui me passionne sur le SEO, c'est que les résultats ne peuvent pas être visibles avant 3 mois minimum. Après, ça dépend évidemment des objectifs qu'on s'est fixés, ça dépend du marché, ça dépend du site, s'il est bien fait techniquement, mais voilà, c'est vraiment un levier qui se mesure sur le long terme. Ouais, et ça, c'est vraiment à garder en tête parce qu'effectivement, je sais qu'il y a parfois des personnes qui ont envie d'avoir des résultats tout de suite, d'apparaître dans les premiers résultats en tête quand on tape un mot-clé sur Google, mais ça marche pas comme ça. Il y a énormément de concurrence en fonction des mots-clés. Et donc, tu vas nous donner des bonnes pratiques par la suite. Mais effectivement, si je résume en très très simple, à quoi ça sert le SEO, c'est tout simplement pour être dans les premiers résultats de Google. Et donc, enfin, Google ou autre, d'ailleurs, comment on appelle ça, moteur de recherche. Oui, alors c'est vrai que, pardon, je me permets de te couper, mais c'est vrai aussi un truc à savoir si le SEO vous intéresse, c'est qu'effectivement, on parle toujours de Google, parce que Google, c'est 90%, mais 90%, voilà, des requêtes qui sont passées dessus. Et donc, en fait, on part du principe quand on fait du SEO que tout ce qu'on optimise pour Google, pour les autres moteurs de recherche, ça marche aussi. Et c'est pas forcément le cas. Si, en vérité, si, mais c'est juste que déjà, ça prend tellement de temps, il y a tellement de choses à faire avec Google que, en fait, en réalité, je pense que les autres moteurs de recherche, pour faire plus simple, se calent aussi sur les règles qu'ils donnent. Et voilà, et en fait, il y a beaucoup de missions différentes quand on fait du SEO. On a l'impression que c'est que écrire des articles. Alors à la fois pour les humains qui les lisent, mais aussi pour les robots de Google. Mais en fait, ça passe aussi par auditer un site, par exemple. Donc on audite les contenus, on regarde si les balises HN sont dans la bonne hiérarchie. Donc ça doit toujours faire du H1, H2, H3. C'est tout bête comme ça. Voilà, c'est les titres. C'est ça qui permet de segmenter le contenu, c'est ça qui permet de l'organiser. Et en fait, je dis ça et on se dit oui, c'est évident que le H1 doit être avant le H2, mais en réalité, pour l'avoir vécu, il y a énormément de sites qui ont même pas ça de respecter. Donc voilà, ça passe par c'est vraiment beaucoup de détails et aussi beaucoup de rigueur en fait. Ça va être là, j'ai vu que c'était aussi la vitesse de chargement du site. Parce que moi, j'avais fait un mini audit de mon site. Et j'avais vu que c'était ça, enfin, le gros point noir, c'était justement la vitesse de chargement du site par rapport aux images, je crois, enfin, plein de trucs. Ouais, il y a beaucoup de choses à respecter. C'est surtout aussi la vitesse de chargement du site sur mobile qui est devenue extrêmement intéressant. Ouais. Ton audit, tu l'as fait sur Speed Insight? Ouais, exactement. Ouais, ça, je recommande aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, s'ils veulent commencer un peu à se mettre dans le sujet, de faire un audit sur Speed Insight. Et là, en fait, de manière assez claire, on a énormément de petites cases à cocher, justement, une to-do list que nous donne Google pour optimiser son site. Est-ce que tu peux nous dire, donc, c'est quoi les étapes pour trouver les bons mots pour son site? On va commencer par les mots-clés, et puis après, on verra s'il y a d'autres choses, des bonnes pratiques à mettre en place. Alors, c'est vrai que cette étape, on a l'impression comme ça de l'extérieur que c'est facile à faire, mais en réalité, il faut dès le début se dire qu'il va falloir chercher la meilleure stratégie de mots-clés, mais aussi composer avec ce que propose l'entreprise. Donc, si par exemple on parle du site des Nouvelles Voix, la première étape, ce serait réflexion personnelle. Tu notes sur une feuille tous les mots-clés qui te sont intéressants. Donc, pour les Nouvelles Voix, ça pourrait être tout autour du podcast, ça pourrait être tout autour de peut-être, je sais pas, des parcours des invités, des métiers que tu présentes, des choses comme ça. Femme entrepreneur. Voilà, d'entrepreneuriat, etc. Et ensuite, tu les tries par catégorie. Donc, tu aurais une catégorie podcast, une catégorie entrepreneuriat, etc. Et ensuite, on fait le tri dans toutes ces mots-clés en regardant les volumes associés, les volumes de requêtes mensuelles.
En fait, le travail du SEO, c'est surtout viser des mots-clés qui vont être bien requêtés. Parce que par exemple, si tu me dis, ouais, j'ai envie de remonter sur un mot en anglais un peu vague ou podcast de niche qui parle de l'évolution des concombres de mer en Antarctique, je dirais, ok, c'est super, mais en fait, il n'y a pas une personne en France qui le tape, donc pourquoi tu voudrais faire ça? Mais peut-être que avec, je m'étais noté, je regarde mes notes, un petit exemple avec les chaussures. On va prendre des chaussures pour hommes, par exemple. Et donc, si tu as un site qui s'appelle, qui parle des chaussures pour hommes, donc chaussurespourhommes.com, tu aurais différentes catégories. Tu aurais les chaussures de sport d'un côté, avec les tennis, les chaussures de foot, les chaussures de rugby, etc. Tu aurais une catégorie boots et bottes. Tu aurais une catégorie chaussures de ville, avec mocassins, derby, strigieux, etc. Et donc, en fait, ton site, ça va être le sujet, en fait, la sémantique, c'est autour de chaussures. Et ensuite, les différentes pages de ton site, ce serait chaussures de sport, etc. Et ensuite, tu vois, tu vas de plus en plus dans la précision. Et ça, tu vas le faire par page après, j'imagine, c'est ça? Voilà. Et en fait, ce qui est vraiment nécessaire quand on veut bien faire du SEO, c'est que le site doit refléter les requêtes qui sont visées. Généralement, quand on va sur les sites internet, c'est l'offre qu'on montre. Donc, c'est pas tellement ce que l'entreprise, ça reflète pas les requêtes utilisateurs, ça reflète ce que l'entreprise veut que tu saches d'elle-même. Donc, il faut accepter quand tu veux bien faire du SEO que ton site va peut-être plus ressembler à un média que va être un site très marketing qui va parler de l'offre parce que les contenus qui parlent d'offres ne sont pas les contenus qui sont tapés dans Google. Donc tu dirais qu'il faut que chaque site ait une partie blog pour apporter justement du contenu, attirer les gens grâce à des requêtes et après les rediriger vers des offres. En plus, je parlais vraiment des pages et en fait ton blog justement ça va appuyer toute cette stratégie sémantique en fait. Est-ce que tu as des outils à recommander justement pour alors trouver ces mots-clés et puis surveiller aussi sa strat, alors surveiller, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais des bons outils pour mettre tout ça en place. Alors du coup, dans la partie où vraiment tu es à la recherche de ta stratégie de mots-clés, effectivement, il y a Answer the Public qui est bien. Pourquoi? Pas tellement parce qu'il va te donner les bons mots-clés, mais qu'il va te donner des idées. Donc Answer the Public, tu choisis la langue française, puisque ça existe dans plein de langues différentes. Et si tu tapes podcast, par exemple, tu vas avoir comment faire un podcast, comment écouter un podcast, comment produire un podcast, et plein d'autres idées. Une fois que ces idées, tu les as sélectionnées et qu'elles t'intéressent, là, tu vas devoir regarder combien il y a de requêtes associées à ça. Donc, tu trouves que comment faire un podcast, c'est la requête la plus populaire. Donc, c'est sûr que tu vas dédier une de tes pages à ça. Et après, justement, pour regarder les requêtes qui sont associées, en gratuit, il y a Ubersuggest. Mais moi, ce que je conseille vraiment, c'est de prendre un outil payant. Encore une fois, on se rend compte que ce référencement naturel et gratuit n'est pas si naturel et gratuit que ça, parce qu'il prend du temps et que tu as aussi besoin d'un petit budget. Et dans un outil comme Ahrefs, par exemple, moi, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Pour les mots-clés, c'est une mine d'or incroyable. Tu peux en fait hyper facilement voir, donc tu tapes par exemple podcast, tu vois le nombre de requêtes, mais tu vois aussi les requêtes associées, tu vois les questions que se posent les gens à ce sujet. Donc en fait, tu peux faire un travail que tu pourrais faire avec des outils gratuits, mais beaucoup plus vite. Après, il y a aussi énormément d'autres choses que propose Ahrefs. On va pas forcément rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire que pour moi, c'est quand même nécessaire d'avoir un outil payant si tu fais du SEO, à titre pro, quoi. Ouais, parce que pour quelqu'un qui a un podcast indépendant, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Par quoi il peut commencer en fait tout simplement est-ce que t'as justement des bonnes pratiques et mauvaises pratiques en termes de SEO pour on va dire pour quelqu'un qui a un podcast, qui a son site quand même, qui a son site pour parler de son podcast, mais qui veut pas faire ça forcément de manière très professionnelle, ou pas tout de suite en tout cas. Ouais, alors oui, effectivement, je comprends parce que si on se lance dans l'aventure SEO, ça sert à rien de le faire qu'à moitié. Du coup, il faut essayer de voir donc en tant que podcasteur indépendant, est-ce que ça va être juste un podcast que tu fais et tu as juste envie qu'il soit visible pour avoir plus d'écoute, ou est-ce que tu as besoin de ce podcast pour professionnaliser ton activité, pour te faire connaître en tant qu'activité pro. Si c'est pour te faire connaître, faire connaître ton activité pro, j'aurais envie de dire fais-le, parce que même si les résultats vont pas se faire sur le long terme, ça va être hyper pratique au bout d'un moment de dire que en fait les gens tombent très facilement sur toi. Mais dans le cas où il n'y a pas beaucoup de temps, moi j'aurais tendance à dire un blog. Après du coup, comme j'ai expliqué, ce sera pas aussi parfait que si tu crées vraiment des pages de site exprès pour le SEO. Mais le blog, moi j'ai fait des essais
même avec des noms de domaine qui sont pas très vieux, avec des marques qui sont pas très connues, les articles de blog peuvent vite remonter. Et dans ces cas-là, il faut viser des requêtes longue traîne, c'est-à-dire des questions détaillées. Par exemple, tu vas pas viser comment faire un podcast, mais tu vas viser comment réaliser à distance un podcast d'entrepreneuriat, tu vois. Tout de suite, en fait, dès que la requête est plus longue, il y a moins de concurrence pour remonter là-dessus, et donc il y a plus de place pour que tes contenus remontent. D'accord. Pouh. Je te sens sceptique. Si, non, mais effectivement, quand on met le nez un peu dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ça peut faire un peu peur au début, tu vois, de se dire, ok, j'arrive avec mon petit site, maintenant faut que je me batte un peu avec les autres sites qui sont là depuis des années, comment est-ce qu'on fait, tu vois. Mais du coup, ouais, est-ce que, à part la création d'un blog, il y a des bonnes choses à mettre en place pour, alors pas rapidement, mais pour, au bout de 6-7 mois, peut-être, commencer à remonter dans les résultats de recherche. Peut-être atterrir sur la première page. Alors, je sais que c'est un peu compliqué comme question à répondre, mais si tu as déjà des idées. En fait, si tu veux, pour remonter sur la première page et même pour remonter en position 0, tu sais, quand parfois tu tapes une question dans Google et tu n'as pas besoin de rentrer dans la page pour avoir la réponse, c'est-à-dire que le texte s'affiche automatiquement. Ça, c'est possible. En fait, c'est des métadatas, c'est des petits morceaux de code que tu rajoutes à la page. Si tu veux, je vais te mimer le truc comme on se voit, mais c'est ton texte. Donc, tu tapes ta requête, ton texte, il est là, la réponse est bien présente et c'est comme si Google allait ouvrir une fenêtre pour juste montrer ton texte. Et donc ça, c'est bien parce que c'est la position 0, c'est un peu le Graal quand tu fais du SEO. Après, ça a aussi des mauvais côtés parce que du coup, les gens vont pas cliquer sur ton site, ils vont pas se balader, etc. Ils voient la réponse, mais c'est tout. Ouais. Mais en fait, l'objectif de Google à chaque fois dans le SEO, et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il va toujours penser à l'utilisateur. Il va toujours, c'est pour ça qu'il optimise toujours les réponses qu'il donne en fonction de tes questions. Donc finalement, si tu cherches à tout prix à répondre aux besoins des gens, c'est un peu naïf comme perspective, mais tu as déjà la très bonne base du SEO. Il faut toujours penser que ton contenu va remonter. Si par exemple, tu parles de podcast, on va garder l'exemple du podcast, et si tu veux remonter vite, moi je te dis, fais un site. Tu fais un site avec 3 pages, avec les questions les plus populaires autour du podcast, et tu y réponds bien dans tes pages. Et à côté, il y a un blog. Pour moi, ça, c'est la façon que tu auras de te positionner sur ces requêtes-là, on va dire le plus simplement possible. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Tu vois. Donc, en fait, je vois que tu cherches des quick wins, mais des quick wins, c'est hyper dur à faire en SEO, voilà. Ouais. Et après, le point positif, c'est que peut-être que si tu passes 6 mois sur ton site à faire énormément de choses en SEO, et ben au bout d'un moment, tu pourras un peu lâcher prise pour te concentrer sur d'autres choses. Et tu vois, la machine, elle sera déjà lancée, et du coup, tu récupéreras le fruit de tes efforts des mois plus tard. Mais si je comprends ce que tu dis, en gros, c'est la mise en place éventuellement d'un blog où tu aurais des articles, du contenu avec des mots-clés qui ont été bien recherchés et identifiés en amont. Et pareil pour des pages, avoir des pages, vraiment, pas des articles, mais vraiment des pages dans ton site qui vont répondre aux grandes problématiques, grande en question, gros. Grande question que les gens se posent sur Internet sur ces sujets, effectivement. Et est-ce que, donc tu vas parler des métadatas aussi, est-ce que, je sais pas, par rapport aux images, il y a un truc à faire en particulier? Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur juste le texte? Est-ce que les images, ça rentre en compte d'ailleurs dans le SEO ou pas du tout? Oui, les images rentrent en compte. Généralement, en fait, elles vont le pénaliser si elles sont trop lourdes, si les formats d'images correspondent pas. Donc, il vaut mieux mettre généralement du JPEG. Il vaut mieux mettre des images qui vont être très légères parce que sinon, en fait, le temps qu'elles chargent, ça va ralentir. Du coup, c'est ça qui ralentit beaucoup le temps de chargement des pages. Et donc, c'est pénalisant pour Google. Mais en fait, j'ai envie de dire, si la stratégie, c'est vraiment de faire les bases, toutes ces questions, tu vois, déjà le fait de rentrer dans les images et est-ce que les images pénalisent, c'est déjà très très technique, tu vois. Mais effectivement, oui, c'est une bonne question et en fait, il faut que les pages se chargent le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment le truc à garder en tête et surtout sur mobile. Donc, il faut surveiller ça. Donc, il faut que le site soit responsive. Oui, donc, tout à fait. Qu'est-ce que responsive? C'est qu'il soit adapté au mobile ou à autre format. Ouais, voilà. Tout à fait. Après, quand t'as un site on me dit qu'un site est responsive, c'est aussi qu'il va être, que l'expérience utilisateur va être adaptée au mobile.
Donc, par exemple, parfois, tu as des sites, tu sais, des blogs, ça arrive, où il y a énormément de choses à droite, énormément de choses à gauche, énormément de choses en haut et tout. Et du coup, quand tu te retrouves sur un mobile, Tu il vois faut le que tu faire. scrolles pendant hyper longtemps pour Ah trouver. ouais. Ça rentre pas dans la SEO, mais j'aurais tendance à dire peut-être si indirectement, parce que la personne, l'utilisateur derrière va être saoulé Mm. de voir que ton truc est pas adapté, et du coup, il va partir de ton site. Donc finalement, ça va te pénaliser. Taux de rebond. Oh, ça me revient, il y a des trucs là qui me reviennent quand on parle. C'est rigolo. Bon, bah super, super intéressant. Je vais te poser une question que je t'avais posée sur WhatsApp parce qu'on m'avait posé cette question en m'envoyant un petit message sur Instagram, qui est donc une personne qui a son petit podcast, enfin, ou pas d'ailleurs, son podcast, et qui a un blog à côté où elle va faire une transcription, enfin pas une transcription, mais elle va faire un résumé des épisodes de son podcast. Et elle se posait la question, est-ce que il vaut mieux faire un article court, parce qu'en fait elle a pas le temps. Donc voilà, c'est une personne qui a pas le temps, elle veut aller au plus vite. Est-ce qu'il vaut mieux publier un article qui soit assez court, avec assez peu de contenu, mais qui soit vraiment juste un résumé avec un lien, tu vois, pour aller écouter l'épisode de podcast, ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien publier du tout, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le temps de publier un long article, mais dans ce cas, voilà, quand est-ce que tu le fais, etc. Moi, en fait, je conseillerais déjà de passer du temps quand même. Parce que comme on le sait toutes les deux, une fois que tu as fait ton podcast et que tu t'es donné pour que le contenu soit parfait, et ben, il faut communiquer dessus. Et ça, c'est hyper chronophage. Mais je dirais de prendre le temps de rédiger un article. Après, je pense qu'une fois que tu as bien l'épisode en tête, c'est plus ou moins facile, tu vois, de développer un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode. Moi, j'aime bien, tu vois, donner des ressources, des choses comme ça, de donner un max de détails. Bon, ok, tâche peut-être un petit peu pénible, mais une fois que ça c'est fait, ce qui est sympa, c'est de pouvoir avoir un médium. Je sais pas si tu connais, mais tu sais, c'est un réseau social de blogging. Et en fait, Oui, le site donc, Medium, ouais. ouais, voilà. Tu publies ton article de blog et ensuite tu vas publier le même article sur Medium. Mais en fait, dans Medium, tu as la possibilité de dire à Google qu'il y a un autre contenu sur Internet qui existe, qui est exactement le même, mais il faut pas qu'il le prenne en compte. Le fameux duplicate content. Voilà. Et en fait, du coup, ça empêche Google de lire ça comme du duplicate content. Et du coup, c'est cool parce que les gens qui vont venir sur ton médium, vont voir, tu vois, l'article. Enfin, en gros, tu as fait d'une pierre deux coups et tu seras pas sanctionné par Google. Pas mal. Parce que il y a aussi des articles sur LinkedIn. Maintenant que t'en parles. Et c'est vrai que moi, je me posais la question un jour, est-ce qu'il vaut mieux... Alors, je sais pas si ça sort un peu, peut-être qu'on sort un peu du sujet, mais est-ce qu'il vaut mieux créer un article sur LinkedIn, vraiment article, hein, pas publication, ou alors sur Medium, ou alors sur mon site internet, mais après, du coup, est-ce qu'il va y avoir 3 fois le même contenu sur différents endroits? Je sais pas si t'es au courant, enfin, si tu sais pour LinkedIn. En fait, à ma connaissance, tout ce qui est le texte sur les réseaux sociaux n'est pas pris en compte par Google parce qu'en fait, le SEO, c'est vraiment les résultats de recherche des résultats, pardon, dans les moteurs de recherche. Donc, en fait, si ton contenu vient de là versus s'il vient des réseaux sociaux, c'est pas considéré comme la même chose, tu vois. Donc, tu peux écrire un article sur LinkedIn qui sera exactement le même que ton article de blog. Intéressant. Mais donc, pour revenir sur la question de cette personne, là, c'est dans le cas où quelqu'un a le temps. Si quelqu'un n'a vraiment pas le temps, est-ce qu'il vaut mieux faire un petit truc ou pas? Alors, si t'as vraiment pas le temps, moi, ce que je te conseille de faire, c'est que dans le texte de la description de l'épisode, d'en mettre un maximum. Mettre un maximum de contenu parce que finalement, la page, moi, je suis sur Ocha, je sais pas comment ça se passe forcément pour les autres, mais ma page Ocha, elle va remonter forcément à un moment ou à un autre. Donc, de considérer un petit peu comme si c'était une page d'un blog ou d'un site. Et du coup, tu fais ton titre et tu écris un maximum de mots là-dessus. Après, voilà, ça n'a rien à voir avec les résultats que tu peux avoir en suivant bien les règles du SEO. Je pense que c'est ce qui est de mieux parce que aussi parce que la personne qui va tomber sur le podcast va avoir énormément de contenu, de ressources à utiliser, enfin, tu vois, d'informations et tout. Mais bon, c'est vrai que du coup, on s'éloigne bien du SEO quand même. Alors, pour revenir sur le SEO, j'ai une autre question qui est autour du netlinking. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert? Le netlinking, en gros, c'est la stratégie de lien. En fait, là, on a beaucoup parlé de contenu, on a parlé un petit peu de technique, mais on n'a pas parlé de lien.
En fait, Google, il va pas uniquement regarder quels mots-clés tu vises, comment tu le fais, si ton site charge bien. Il va aussi essayer de se dire, est-ce qu'il y a d'autres sites qui parlent du même sujet, qui mentionnent ce site-là, tu vois? Et ça, c'est un petit peu, en fait, c'est ce qui se passe naturellement. Par exemple, toi, avec bon, t'as plusieurs podcasts, mais avec celui-là, il peut y avoir plein de gens qui parlent de toi, tu vois, des gens qui écrivent des articles de blog sur toi, sur ton podcast, etc. Et dans ces cas-là, ils mentionnent par exemple la homepage de ton site dans un de leurs articles. Plus il y a de personnes comme ça, qui sont des bons sites, qui parlent globalement des mêmes sujets que toi, qui font ça, Google le voit et il va encore faire remonter ton site encore plus dans les résultats de recherche. Donc, ça, c'est ce qui se passe naturellement. Ce qui se passe quand tu fais du SEO, on va dire toute la journée, que tu as le temps justement, c'est que ces liens-là, tu vas vouloir en acquérir, soit en faisant des contenus tellement exceptionnels donc exceptionnels par, je sais pas, tu vas écrire des contenus avec des best practices, avec des chiffres clés, avec des informations qui sont très utiles pour les humains, auquel cas il y a grande chance que tu te fasses relayer. Soit tu vas créer des contenus uniques, donc des comparatifs, tu vois, on pourrait dire comparatifs de ce podcast par rapport à un autre. Bon, ce serait un peu, ce serait pas forcément hyper adapté parce qu'on ne fait pas ça dans le milieu du podcast, mais tu vois, t'imagines bien pour une entreprise, par exemple, que tu peux faire ça. Tu prends le service Uber, tu prends le service Snapcar, je me souviens plus du nom des autres, et tu les compares. Et ça, en fait, ton comparatif, il va être unique parce que personne d'autre l'aura créé avant, tu vois. Parce que généralement, les entreprises ne veulent pas faire ça. Comparatif des hébergeurs de podcasts. Voilà, exactement. Ça, c'est des contenus qui sont utiles. Ou bien, donc soit tu le fais à titre gratuit, ben du coup, c'est pas une source exacte, donc peut-être que tu vas mettre, je sais pas, 10 jours à faire cet article de blog qui est exceptionnel, mais personne ne va le relayer. Ou bien, bah tu payes. Et donc, tu payes des sites ou des free ou des personnes, des blogueurs qui vont écrire un article sur toi pour renvoyer vers la homepage de son site. Ah ouais. Pour récupérer des liens, ouais. Tout s'achète en fait. Voilà, tout s'achète. Et le conseil, c'est toujours de les prendre pour au moins minimum 1 an en fonction du prix, parce que comme ça, pendant 1 an, tu t'assures que le lien est bien là et que ça va bien t'aider à faire remonter. Mais tu vois, si tu fais cette action-là, si tu as je sais pas, 100 000 euros de budget, t'imagines le nombre de sites que tu peux acquérir en très peu de temps. Et ça, c'est sûr que ça donne un coup de pouce immense à ton SEO, quoi. Et donc, eux, ils vont en fait parler de cet article-là en particulier, c'est ça? Généralement, tu as envie qu'ils renvoient vers ta homepage. D'accord. Super intéressant, je ne connaissais pas du tout. L'autre chose aussi, et ça c'est plus en mode petit conseil, c'est avec un outil comme Ahref par exemple, on peut très bien voir tous les sites qui renvoient vers toi. Et quand tu vois que c'est des sites pourris, quand c'est, tu le vois en fait parce que encore une fois, Ahref te donne un score, tu veux, un score global pour le site et tu peux savoir s'il est bien ou pas. J'essaye de rester un peu technique, de pas rentrer dans les détails. Il faut désavouer les liens de ces domaines qui sont pourris. Parce qu'en fait, de la même façon qu'un bon site qui te recommande peut te faire monter, un site dégueu qui te recommande peut te faire descendre. Intéressant. Et le netlinking, c'est aussi dans ton propre site. Si j'ai bien compris, tu peux mettre des articles. Enfin, tu vas faire un article et tu vas mettre un lien vers un ancien article que tu avais écrit. Est-ce que ça compte aussi? Ça, c'est le maillage. Mais c'est hyper différent parce que ça va être vraiment le maillage interne. Maillage interne, c'est très important. En gros, il faut... encore une fois, en SEO, tu réfléchis par des pages de ton site. Tu fais ça aussi avec le blog, mais on va dire aussi page du site, page du blog. Quelles sont tes pages stratégiques qu'il faut absolument auxquelles les gens accèdent? Il y a, je sais pas, il y en a 3. Ces 3 pages-là, il faut qu'elles soient très bien maillées avec les autres, tu vois. Et aussi, il faut pas qu'il y ait de page orpheline. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait une page auquel on ne fait pas référence aucune fois dans le site. Et en fait, ça, c'est aussi, on rentre aussi avec le sujet du content marketing qui va être, quand quelqu'un arrive sur ton site, ton blog, peu importe, tu vas vouloir qu'elle consomme un maximum de contenu. Et généralement, c'est dans le but de, par exemple, lui faire télécharger un livre blanc. Donc, le maillage, pour ça aussi, c'est important parce que ça fait aussi ton parcours de conversion. On parle très marketing, là. J'espère que les gens qui nous écoutent, qui n'y connaissent rien, arrivent à suivre. Ok, bon, en tout cas, super intéressant. J'avais une question aussi sur Google qui indexe les podcasts, qui commence à indexer les podcasts pour des résultats de recherche, pour un peu apparaître comme aujourd'hui tu as des vidéos, quand tu tapes des mots-clés, tu peux avoir une vidéo
qui remonte tout de suite. Et donc, dans l'idée, c'est que d'ici quelques temps, je ne sais pas encore combien de temps, ça soit la même chose pour les podcasts. Donc, en tapant un mot-clé, genre comment faire un persona pour un persona marketing, et ben t'as un épisode de podcast qui remonte tout de suite sur ce sujet-là, où tu peux écouter. Enfin, qu'il y en ait plusieurs même d'ailleurs. Je crois que c'est le cas aux États-Unis, c'est pas encore le cas en France. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour les podcasteurs? Qu'est-ce qu'on doit préparer pour cette venue? Je pense que c'est une merveilleuse nouvelle. Et pour moi, je pense que ça veut dire qu'il va quand même falloir faire attention justement au SEO. Comme action concrète, c'est pour moi construire un site web avec peu de pages, mais juste avoir un site, un domaine à soi. Créer des pages qui vont répondre aux besoins des internautes. Faire un blog. Soigner ses pages. D'abord, soigner ses pages. Donc, ça veut dire, hiérarchie des balises. Ça veut dire toujours répondre aux besoins des internautes et pas à ce que toi, tu as envie de leur dire. C'est faire un bon maillage. Donc, être sûr que les pages soient bien liées les unes aux autres. En gros, ça veut dire que pour moi, les podcasteurs vont avoir besoin de se former sur ce sujet. Donc voilà, je pense que ça doit pas te plaire comme réponse, mais non, mais moi je pense que c'est très bien parce que finalement, du coup, ça veut aussi dire que les épisodes, enfin tu vois, c'est quand même génial de dire qu'un de tes épisodes pourrait remonter sur une des questions. Mais est-ce qu'au sein même de ton épisode, tu vois, genre je sais, il y a le titre, il y a la description, mais il y a aussi des mots-clés. Tu peux mettre des datas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler d'une certaine manière, justement, en pensant à cette probabilité qui arrive d'ici quelques mois? Alors, en fait, ton mot-clé, il faut qu'il soit présent dans ton titre, donc dans ton title et dans ton H1. Ok. Il faut qu'il soit présent dans ton texte. Et puis aussi, j'essaie de pas aller trop loin, aussi dans la balise alt de tes images. En fait, le mot-clé, en fait, il faut pas juste se dire, il y a podcast une fois dans ma page, ça y est, ma page, elle va remonter sur podcast. Tu veux, dans ta stratégie de mots-clés, tu vas remonter sur podcast. Tu vas créer une page, comment écouter les podcasts. Tu vas répondre à la question dans cette page. Donc ton H1, ça va être comment écouter les podcasts. Et tu vas aussi, en gros, dans ta page, tu vas pas avoir qu'un bloc, tu vas avoir aussi H2, H3, donc tu vas avoir des sous-paragraphes qui répondent à chaque fois un tout petit peu plus précisément à cette question. Et donc tes mots-clés, ça va être dans les titres, dans les intertitres, dans les paragraphes. Dans ta métadescription, la métadescription, c'est un petit descriptif de ta page que tu dois remplir, que Google te force à remplir et qui te donne envie de cliquer. Donc, tu vois, quand si tu tapes podcast dans Google, tu tombes sur un truc et puis tu as un petit texte en dessous du titre. Donc, ton mot-clé, il doit être partout de cette façon. Là où il y a quelques années, enfin, maintenant, ça fait un peu beaucoup d'années, du coup, les référenceurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient le mot-clé plein de fois partout dans la page et limite en blanc sur blanc, tu vois. Du coup, ça passait pour Google. Maintenant, tu peux plus, ça s'appelle du keyword stuffing, tu peux plus du tout faire ça. Donc, il faut utiliser un maximum de synonymes, reformuler un maximum pour que ça marche. Ok. Il y a aussi, tu vois, bon, là, forcément, on s'adresse à des personnes qui ont déjà des podcasts, mais qui n'ont pas forcément de site aussi. Et la question, c'était aussi, est-ce qu'il y a des choses qu'on puisse faire déjà sans avoir de site pour remonter dans les résultats de recherche, pour apparaître, ça reste encore sur Google, apparaître sur Google, parce que sinon sur les plateformes, tu vois, ça marche pas pareil. Le SEO des plateformes, c'est plutôt un algorithme. Je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère que tu me suis. Oui, non, mais j'ai compris. À part le site, comment tu fais? En fait, tu peux remonter justement avec les réseaux sociaux, comme tu le disais tout à l'heure. Tu peux remonter avec YouTube, tu peux remonter avec Twitter, tu peux remonter avec Medium, avec Facebook. Et le problème, si tu veux, c'est que t'as pas la main sur les sites, tu vois. Et du coup, intellectuellement, je trouve que c'est dur à conceptualiser, mais du coup, moi, je te dirais, tu vas peut-être tu vas remonter. Peut-être tu vas pas remonter, tu vois. Que si c'est ton site, c'est toi qui l'as choisi et c'est toi qui le monitore, tu peux avoir le pouvoir de pouvoir remonter dans la première page, tu vois. T'es pas propriétaire du contenu et de l'algorithme qui change, quoi. C'est un peu ça. Ouais, de toute façon, l'algorithme, c'est une tannée, hein. Il change tous les jours. La plupart du temps, personne n'est au courant. Et de temps en temps, quand il y a des grosses mises à jour, tu te rends compte que ton site a vu son trafic divisé par deux ou que, au contraire, d'un seul coup, c'est un carton plein pour ton SEO et tu comprends pas. Et ça, c'est franchement les joies du SEO. Non, mais en fait, du coup, je vais me permettre de vous donner un conseil
qui peut paraître un conseil en carton comme ça, mais en fait, je pense que la solution, c'est ça quand t'as pas les connaissances, quand t'as pas forcément le temps et quand tu veux bien faire. C'est de la même façon que en tant que podcasteur, quand vous avez pas le temps de faire une pochette de podcast parce que c'est pas votre métier, ou quand vous avez pas le temps de faire le montage parce qu'encore une fois c'est pas le métier, ou de faire de la post-prod, et ben en fait qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On On va délègue. voir les copains. Si on peut rémunérer pour le travail fait, c'est mieux. Si on peut pas tout de suite, c'est pas grave parce que voilà, c'est beaucoup de services qui sont donnés, et dans ces cas-là, ben vous allez demander aux potes ou aux potes de potes qui a fait un peu de SEO et venir avec des problématiques voilà très perso, en mode qu'est-ce que je peux faire. Et le truc aussi que je voulais dire un petit peu pour résumer, c'est alors si vous voulez absolument tester le SEO, mais si vous ne connaissez pas, écrivez des articles de blog, un petit peu voilà, en ayant la tête, les mots-clés visés, mais sans vraiment se prendre la tête, parce que mais ça veut dire que ça vous fait plaisir d'écrire. Moi, j'ai vu qu'il y avait des blogs comme ça qui remontaient super bien et qu'il y avait des grosses surprises et que c'était positif, donc j'aurais tendance à dire de faire ça. Pour résumer un peu le SEO, c'est écrire des articles de blog, écrire des contenus pour les pages, pour les humains, pour les robots de Google, c'est auditer les sites et optimiser les pages. Donc, regarder les contenus, si les contenus répondent bien aux besoins des utilisateurs, regarder la hiérarchie des balises, que le H1 soit d'abord, puis le H2, puis le H3. Élaborer une stratégie de contenu de qualité. Et ça, c'est, je dis ça en tant que aussi au content manager, c'est toujours que, je sais pas, les chiffres soient à jour, que les best practices soient à jour. Enfin, il faut que le site il soit irréprochable. C'est aussi évaluer l'impact de ses actions en regardant des indicateurs, en regardant le nombre de visites sur les pages, par exemple, en regardant si les gens cliquent, téléchargent vos contenus, hein, est-ce que ça les intéresse. Ça va être aussi obtenir, alors soit en payant, soit sans payer, des nouveaux liens qui pointeront vers votre site. Ça va être aussi vouloir augmenter le trafic du site vers le site. Ça va être aussi ah oui, parce qu'un truc que Google déteste, c'est quand il y a des liens cassés sur le site. Donc par exemple des erreurs 404. Bon, en fait, toutes les erreurs ils aiment pas, mais du coup que à tout temps à chaque seconde sur votre site, il y a absolument aucun lien cassé. C'est partager vos contenus sur les réseaux sociaux. Et voilà, aussi faire de la veille métier et voilà, et pas hésiter à, je pense, à aller demander des conseils en essayant au maximum de savoir aussi pourquoi on fait ça. Est-ce que tu veux faire du SEO parce que tu es en concurrence avec d'autres personnes qui cartonnent en SEO? Ou au contraire, est-ce que c'est le tout début d'un sujet et donc d'un marché et donc tu veux être le premier? Enfin, en fonction de, à chaque fois de, tu connais ça en tant que marketeuse, en fonction de ton objectif, tu vas peut-être faire des choses différentes et prioriser. C'est aussi pour ça que c'est difficile pour moi de répondre. Ok, bon écoute, c'est hyper clair. Merci pour ce résumé. Je pense que c'était bien avenu. Merci beaucoup Margot pour toutes ces infos. C'était hyper intéressant. Si on veut suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je vous donne rendez-vous sur Instagram, LinkedIn, Facebook si vous voulez, mais nous on est surtout très Insta et très LinkedIn, @medcheckstudio et aussi medcheck-studio.com si les podcasts santé vous intéressent. On a aussi, si vous faites des podcasts santé, un site qui s'appelle podcast-santé.com, très simplement, où notre but c'est vraiment de réunir toute la communauté des podcasteurs santé pour avoir voilà un site qui les référence tous. Bon super, merci encore. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme nous l'avons vu, le SEO demande de s'y plonger vraiment à fond et d'avoir une stratégie long terme pour obtenir des résultats. Mais c'est un outil très puissant pour être bien positionné sur les moteurs de recherche, alors avant de vous lancer dans cette aventure, posez-vous la question de vos objectifs. À 6 mois, 12 mois, 24 mois, qu'attendez-vous de ce podcast? Et en fonction de ceci, mettez en place les bonnes actions pour y parvenir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode sur les nouvelles voies.